cette semaine, les 21 et 22 décembre 2023 à Cotonou. Dans cette émission, nous parlerons bien sûr de ce congrès, le PCB dans le paysage politique actuel, le PCB face à venir aux enjeux politiques immédiats au Bénin. C'est la trame de cette émission. Notre invité, le porte-parole du parti, Jean Kokou-Zounon, ingénieur statisticien, économiste, ancien directeur de l'INSAE. Jean Kokou-Zounon, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous traînez visiblement toujours la fatigue des travaux, l'âge aidant sans doute. Dites-nous, le congrès s'est bien passé? Le congrès s'est très bien passé. Le congrès s'est très bien passé. L'annonce qui a été faite depuis un mois, et qui a été diffusée, les militants ont beaucoup travaillé à sensibiliser, à informer autour d'eux. Parce que dans l'appel, nous avons demandé le concours de tous ceux qui pouvaient nous aider à ce que nous puissions prendre en charge tout ce qu'il fallait pour faire le congrès. Et les militants s'y sont mis et toutes les délégations attendues sont venues, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Nous avons travaillé dans une bonne ambiance, bien que on ait senti qu'il y avait en dessous des entraves à ce que ça ne se passe pas très bien. Mais comme nous sommes habitués à ces entraves et à prendre des dispositions, nous les avons prises et le congrès s'est très bien passé. Donc des entraves, il en a eu? Des entraves, il y en a eu. On va y revenir, mais vous dites que vous avez fait en sorte que les militants puissent informer du congrès. Pourtant, on a l'impression que c'est un congrès qui s'est passé presque en catimini, pas de grand bruit autour. C'est bien qu'on s'est demandé, on se demande si c'est une stratégie, si c'est pas défaut de moyens ou un choix délibéré, quelque chose comme ça. Non, il ne s'agit pas d'abord d'un choix délibéré, parce que monsieur le journaliste, une contradiction dans notre pays et qui montre l'échec du système partisan, c'est que le plus grand parti qui anime la vie du pays tous les jours, on ne veut pas le reconnaître. Ça veut dire qu'il y a l'échec du système partisan. Le plus grand parti, c'est lequel? C'est le Parti communiste du Bénin. Il sort son journal toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a la Flamme, l'organe central du Parti communiste du Bénin. Vous connaissez encore un parti qui sort toutes les semaines ses opinions? Ce n'est qu'au journal que vous jugez? Non, puisque l'animation de la vie politique se fait par rapport à quoi? Par rapport à dire au peuple ce qui se passe, et à dire au peuple ce qui se passe, et à voir la situation de tous les jours, tant national qu'international. Combien de partis béninois ont pris position par rapport à ce qui se passe à Gaza? Et voilà le truc. Combien de partis béninois ont pris position par rapport à ce qui se passe en Ukraine? Combien de partis communistes béninois ont pris position par rapport à ce qui se passe au Mali? Combien de partis communistes, partis béninois ont pris position par rapport à la vie quotidienne que vit? Or, l'objet d'un parti politique, c'est d'animer la vie politique. C'est d'animer la vie politique. C'est de dire aux citoyens ce qu'ils pensent de ce qui se passe dans notre pays et partout ailleurs. Ce n'est pas être seulement au Parlement à avoir les 5 millions, les 10 millions et à faire l'honorable. Non. L'objectif premier d'un parti politique, c'est informer le peuple de son projet de pouvoir, de comment il pense aller au pouvoir. Et qu'est-ce que par rapport à ça, comment il décline à travers l'appréciation de ce qui se passe quotidiennement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il n'y a pas de parti politique au Bénin qui le fasse comme le Parti communiste du Bénin. Et sans doute, vous avez fait annoncer cela à vos militants, mais vous l'avez également annoncé dans votre journal La Flamme. Non seulement dans le journal La Flamme, mais aujourd'hui, c'est une évidence que les médias traditionnels, ce n'est plus ça qui informe les populations. C'est-à-dire? Tout le monde sait que si tu écoutes RFI, si tu écoutes les journaux, ils ont leur ligne éditoriale qui n'est pas nécessairement celle des populations. C'est pour cela que tous ces journaux-là sont boudés. Et que tout le monde est obligé d'abord de s'intéresser, premièrement, aux médias qui touchent chacun dans sa chambre. Qu'il soit éveillé ou ne soit pas éveillé, ça peut informer. C'est quels médias? Les réseaux sociaux d'abord, parce qu'en ce temps-là, on peut le faire tout le temps dans toutes les langues. Et nous avons informé d'abord tout le peuple à travers tous nos médias, à travers toutes les langues du pays. Ce n'est pas seulement en français, mais à travers toutes les langues. Et on a envoyé ce communiqué-là à toutes les presses que nous connaissons et que nous avons envoyé. Sauf aux médias traditionnels, puisque vous y avez mis une quoi? Si, on a envoyé aux médias traditionnels. Maintenant, s'ils ne sont pas intéressés à annoncer ça comme information, parce que beaucoup de gens pensent que dès que vous leur envoyez votre communiqué, il faut que vous passez au service commercial pour annoncer ça en tant qu'événement. Parce que les médias traditionnels
C'est d'abord, ils sont à la recherche et à le truc de l'événement. L'événement a été annoncé et a été envoyé à tous les médias traditionnels. Maintenant, s'ils pensent qu'il faut passer nécessairement d'abord au service commercial avant de l'annoncer, ça veut dire que ce ne sont pas les événements qui les intéressent. Or, le Parti communiste du Bénin est un parti de notoriété et le fait d'informer les gens, ça devait être déjà un événement. Mais si ceux-là ne le disent pas, bon, on ne va pas leur dire pourquoi ils ne l'ont pas envoyé. Voilà le problème. Donc, le média de service public, l'ORTB. Mais nous l'avons informé. Informé ou invité à votre activité? On l'a invité à notre activité. Je n'ai pas fait attention à l'ouverture, mais ils étaient à la clôture. J'ai vu le truc de l'ORTB à la clôture. Nous l'avons donc informé, nous l'avons donc invité. De toutes les façons, le service du service public à la clôture. On sait de toutes les façons, c'est dommage. C'est dommage parce que nous avons constaté que tout, depuis notamment, je ne parle pas du service sous Kérékou ou sous le PLPB, la dictature, mais même le service du renouveau démocratique. Tout le monde a constaté que sous Yahi, tout le monde appelait ORTB Office de radiodiffusion Boni. Et sous le pouvoir de Talon, personne ne passe au service public. Le service public est au service uniquement des autorités du pays. Mais il faut éprouver le service public pour tirer des conclusions. Mais bien sûr, nous les éprouvons. Et je dis que l'ORTB était à la clôture. Je l'ai vu. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer? Ça c'est leur problème. C'est un autre aspect. Eh bien, je disais tantôt, on a l'impression que vous avez fait presque dans la provocation, sinon vous avez clairement fait dans la provocation. Vous dites que Patrice Talon ne mérite plus de diriger le Bénin. C'est l'une des résolutions de votre... Non, ce n'est pas de la provocation. Le Parti communiste ne fait pas de la provocation. Le Parti communiste observe et analyse les réalités économiques et sociales et suit le mouvement social. Alors, ce que nous avons dit là... Qu'est-ce que vous faites dire ça alors? Oui, ce que nous fait dire, c'est le résultat de ce qu'on observe. Vous savez, un peuple a une âme et des intérêts. Lorsque un peuple, le peuple béninois, et c'est l'un des rares peuples autour de nous qui reconnaît son existence, son essence à travers la résistance aux colons français. C'est pour cela que tout le monde reconnaît que nos héros nationaux, c'est Béhanzin, c'est Kaba, c'est Bioguera. Ceux-là qui ont résisté à l'agression colonialiste française. Mais lorsque l'on voit aujourd'hui un chef d'État qui accepte d'abriter des bases de troupes françaises au Bénin, mais c'est de la provocation. Mais cela a été démenti à plusieurs reprises. Non, ça n'a pas été démenti. Au contraire, pendant que les nôtres disaient, bon, effectivement, ils démentaient. Le gouvernement dément par la voix de son porte-parole. L'ambassadeur de France dément pour dire c'est des choses. Mais le chef de l'État français, lui, n'a pas démenti. Le 28 août 2023, à la rentrée diplomatique, il a eu à dire ouvertement, le chef d'État français Emmanuel Macron, le 28 août, à la rentrée diplomatique, donc devant tous les ambassadeurs français réunis à l'Élysée, il dit, on nous a chassés du Mali, de tout ça, mais nous continuons de rester dans les régions. Et nous avons donc des accords militaires nouveaux à la demande de partenaires. Et l'exemple qu'il a signé, nous vous donnons comme par exemple le Bénin dans le golfe de Guinée et le Kenya. Vous allez dire que M. Macron a menti? Il a annoncé publiquement. Ensuite... Cela dit, de nouveaux accords, c'est à nuancer avec une base militaire. Oui. Mais ici, M. Thierry Bucard est venu. C'est le chef d'état-major des armées de France. Donc, l'armée de terre, la marine, l'aviation, les forces spéciales. Le chef d'état-major général de toutes les armées. D'abord, on s'est demandé qu'est-ce qu'il est venu chercher ici. S'il est venu en une balade de plaisir. Non. Il est venu ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il n'y a pas de base militaire permanente. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de base militaire. Et il n'y a pas de base militaire permanente. Et lorsque vous regardez le langage militaire français, vous regardez dans l'organigramme des installations militaires françaises, il n'y a que 4 bases militaires permanentes françaises en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et à Djibouti. C'est pour dire que Barkhane n'est pas une base militaire permanente pour les Français. Serval n'était pas une base militaire permanente pour les Français. Et j'ajoute même l'épervier, l'opération épervier, qui est au Tchad depuis 1985 jusqu'à ce jour. Donc les militaires français au Tchad ne constituent pas une base militaire française parce qu'ils distinguent 2 bases. Les bases militaires françaises qui sont
les camps français avancés, les camps militaires français avancés dans des pays autres qu'en France, c'est ça les camps militaires français. Ailleurs, c'est ça qu'ils appellent une base militaire française. Donc les camps militaires avancés de la France. Les bases permanentes. C'est ça qui est les bases permanentes. Mais toutes les autres bases sont ce qu'ils appellent les bases opérationnelles. C'est ça Barkhane. Donc ponctuelles. Oui, mais je dis ponctuel, comme Barkhane est resté pendant longtemps, comme Épervier est au Tchad depuis 1986. Donc, Thierry Bulka n'a pas dit qu'il n'existe pas de base au Bénin. Donc, il est venu plutôt entre base permanente et base opérationnelle. Donc, Thierry Bulka est venu ici confirmer plutôt qu'il existe de base militaire française au Bénin, à Tourou, à Kandi, à Liboussou. Ça existe. Un gouvernement qui ne peut pas dire la vérité à son peuple et qui dément tout le temps. Est-ce que ce gouvernement mérite? Une base militaire, c'est un déploiement et pas des moindres. C'est des infrastructures physiques. Bien sûr. Parfois des aérodromes. Bien sûr. Il en a où? À Tourou. Tourou maintenant est pris comme opérationnel pour les bases françaises. À Kandi, on a mis maintenant des miradors. L'ancien camp de Kandi, il y en a 50 hectares entre Liboussou et autres sur la voie de Sekbaran. Le Parti communiste n'avance pas des choses sans enquête. Mais pour l'instant, on attend toujours les preuves quand même du Parti communiste du Bénin. Mais non, mais des images par exemple qui feraient croire. Écoutez, monsieur le journaliste, je voudrais vous dire que vous êtes journaliste. Vous pouvez aussi aller faire les investigations pour savoir ce que nous disons. C'est vous qui affirmez quand même ce que vous avez fait. Nous avons sorti un document qui décrit de façon précise et exacte la base qui est à Kandi. C'est le 6 octobre 2022. Mais pour l'instant, vous n'avez pas de preuves physiques. Mais c'est ça ce qu'on appelle les preuves physiques. On a dit, c'est à tel endroit, et on a dit, voici. Vous le trouvez à l'ancien camp de Kandi, divisé en deux, une partie, où il y a les Français et les Béninois ne peuvent pas aller, avec des miradors, avec des trucs précis. C'est dans le journal La Flamme qu'on a d'abord interpellé le chef de l'État. Le premier secrétaire du parti a interpellé le chef de l'État par rapport à ça dans une publication le 6 octobre et c'est dans La Flamme du 7 octobre 2022. Voilà. Mais donc, puisque vous continuez à affirmer qu'il y a une base militaire française au Bénin, le Parti communiste du Bénin, je veux dire. Alors, cette troupe française-là, elle compte combien d'hommes au Bénin? Écoutez, c'est ça qu'il faut pour voir qu'il existe une base. Mais ailleurs, c'est des données qu'on a. Mais c'est les données qu'on a. Il y a au moins 300 militaires français au Bénin. À Liboussou. Depuis que le Parti communiste a publié cette interview de Thierry Bulka, le gouvernement encore a dit quelque chose. Mais ils se sont tués. Ils se sont tués parce que Thierry Bulka est venu confirmer les choses. Il dit il n'y a pas de base militaire permanente. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de base militaire. Il a dit qu'il n'y a pas de base militaire permanente. Parce qu'ils n'en ont que 4 en Afrique. Donc, ce qui avait les 1500 au Niger, là, c'est pas une base militaire permanente. C'est pour cela que des gens peuvent dire, mais il n'y a pas la loi, tout ça. Parce que lorsque c'est une base militaire permanente, c'est que c'est un détachement de campement militaire français sur un territoire avancé. C'est ça qu'eux-mêmes ils appellent les forces prépositionnées. Donc, ce n'est pas pour opérationnel. C'est prépositionné pour toute opération qui peut arriver. C'est ça qu'ils appellent donc les bases militaires permanentes. Mais vous avancez le chiffre de 300, oui. Au moins 300 hommes de l'armée française au Bénin. Oui. Je suis tenté de vous demander quelles sont vos sources. Bon, écoutez, je suis étonné qu'un journaliste me demande mes sources. Ceux-là qui ont dit, qui se battent pour protéger leurs sources, viennent me demander où sont mes sources. Je comprends pas. Je suis étonné. Non, c'est donner aux gens également vous croire, c'est tout ce que nous, nos sources, c'est toujours au sein du peuple. Le peuple existe là et voit. Si vous écoutez, vous écouterez vous écouterez des audios qui disent près de 3 fois par semaine, entre minuit et 4 heures, il y a des aéronefs qui tournent à Tourou. Vous verrez bien que des gens disent, on nous empêche de dire, on ne peut plus prendre tout droit pour aller à l'ancien truc de Tourou. Vous entendrez? Nous, nos sources principales, c'est à l'écoute du peuple, c'est à l'écoute des travailleurs, c'est à l'écoute des ouvriers. C'est ça nos sources principales. Mais 300 personnes devaient sortir. Vous avez dit que c'est une force opérationnelle, donc ils devaient sortir de temps en temps, aller sur le terrain et pas un petit nombre.
Vous êtes allé donc dans les parages, vous n'avez pas vu sortir, vous ne les avez pas vus sortir. De toutes les façons, depuis que Thierry Burka est venu et que le Parti communiste a convaincu, a dit, voilà ce que Burka a dit. Base militaire permanente, ça signifie 4 en Afrique. Et que base opérationnelle, Serval, Barkhane, Sabre, Épervier, ce ne sont pas des bases permanentes. Qu'est-ce que vous en dites par rapport aux bases militaires au Bénin? Non, mais Thierry Serval n'a pas parlé non plus de base militaire au Bénin. Mais pour revenir au Congrès, Jean Kokou-Zounon, vous dites que c'est pour cela donc que Patrice Talon ne mérite pas. Non, c'est le premier élément. Le premier élément. Et dans cet élément-là, il y a lorsque tu demandes à ton peuple d'effacer de sa mémoire l'histoire il y a 200 ans, qu'il y a 100 ans, il y a 60 ans. Or, tout le monde nous dit que sur l'ancienne corde qu'on adresse la nouvelle. Oui. Et tu dis d'oublier. Donc, ce que les négriers ont fait, on doit oublier. Ce que les colons ont fait, on doit oublier. Ce que les néocolons ont fait, on doit oublier. Alors, on va construire sur quoi? Donc, celui qui dit, ça veut dire que pour les victimes, c'est une deuxième mort. Donc, ça fait le premier élément. Le deuxième élément, c'est le pouvoir qui, depuis qu'il est venu, a planifié et affamé le peuple. Mais quand il dit d'oublier, pour parler du premier, comme vous dites, oublier n'est pas effacer, il dit de s'alléger pour aller de l'avant. Non, parce que nous avons décidé de ne plus y penser. La contradiction est que ce qui s'est passé il y a 100 ans, c'est ça qui fait qu'on parle français. Il faut oublier ça aussi. C'est mauvais de parler français? Non, mais puisqu'il dit d'oublier ce qui s'est passé il y a 100 ans, si on est conséquent, ça veut dire que on ne peut pas demander à un peuple d'oublier. Non, non. Donc voilà le deuxième point. Le peuple a faim. Il a affamé le peuple. Il a dit à Parakou, en janvier 2017, il faut vous serrer la ceinture. Jusqu'à présent, il ne dessert pas. Le peuple a faim. Pourtant, il a mis son second mandat sous le signe du hautement social. Un gouvernement qui a affamé son peuple ne mérite plus de le gouverner. Pourtant, depuis 2021, il est en train de décliner le hautement social. Troisièmement, il a confisqué toutes les libertés que nous avons conquises dans le sang, dans la douleur, avec jusqu'à présent plein de détenus politiques arbitraires, plein de gens qui sont en exil, même des gens qui ont un président qu'on reconnaît que depuis 2 ans, il y a des jeunes étudiants en prison sans jugement. Mais non, et on nous parle d'état de droit. On nous parle qu'on peut mettre des gens en prison depuis plus de 2 ans sans jugement. Un tel président ne mérite plus de gouverner. Voilà, c'est sur ces 3 choses-là que nous sommes basés pour dire qu'il ne mérite plus. Parce que la mémoire d'un peuple, son âme et ses intérêts, le premier truc, c'est que les gens trouvent à manger. Le deuxième, c'est que les gens soient libres de dire ce qu'ils pensent. Quitte au gouvernement de prendre ce qu'il veut là-dedans. Mais si on peut mettre des gens en prison pendant plus de 2 ans sans jugement, où est-ce que vous voulez défendre ça? Alors, un tel gouvernement mérite-t-il de continuer? Voilà ce que nous on a dit. Donc, parce que nous suivons le mouvement. Posez la question à tout le monde, vous êtes journaliste. Tout le monde vous dira, nous sommes fatigués. Pourtant, cela paraît juste une petite incompréhension entre vous et Patrice Talon, puisqu'il parle, lui, quand même, du hautement social qui a pris corps, qui prend corps depuis 2021. Depuis le second mandat. Oui, mais ça prend corps où? Ça prend corps où? C'est le hautement social qui fait qu'il y a 3 mois, on est parti déguerpir les gens des bords des rues. C'est le hautement social qui fait qu'on emprisonne des femmes. Le hautement social, par exemple, c'est le goudron, pour ne pas dire les goudrons qui sont faits, qui permettent, n'est-ce pas, à vos voitures de moins aller chez le mécanicien et autres. Bien sûr, je pose la question. Vous avez fait des enquêtes pour savoir quelle est la proportion de gens qui ont des voitures? Même les motos. C'est pareil pour les motos. Oui, mais les motos, c'est à Cotonou, pas les motos des gens qui sont au village. Donc, le hautement social, ce ne sont pas seulement les routes. Le hautement social, c'est d'abord trouver à manger. Le premier truc, c'est de trouver à manger. Et tout le monde dit, avant de philosopher, il faut avoir mangé. Les gens ont faim, les gens ne trouvent pas à manger. Vous vous imaginez un gouvernement qui prend comme loi que vous pouvez être CDD à vie, que le patron peut vous chasser. Contrat à durée déterminée. À vie. Et qui est parti dire ça à l'extérieur. Et qui s'en vante. Qu'on peut vous renvoyer. Quelle que soit la raison, on ne vous paiera pas plus de 9 mois de votre salaire.
Alors vous voyez la situation des ouvriers, vous voyez la situation des jeunes, vous voyez la situation des gens. Et c'est ça le hautement social. Le hautement social commence d'abord par payer correctement les gens. On a décidé de revaloriser les salaires. Ça fait partie du hautement social d'ailleurs. Non. On a essayé de transformer les primes que les gens faisaient en sur-salaire, tout ça. Ok. Mais pourquoi on ne le fait pas pour les entreprises privées? Pourquoi ne le fait-on pas pour les gens de la collectivité locale? Tout est en faillite, y compris la décentralisation. Vous voyez, dans notre pays, il n'y a plus qu'un seul souverain, le chef de l'État. Le Parlement n'est pas souverain. La décentralisation, il n'y a pas de souveraineté. Parce que les élus, qu'on a essayé d'arrêter le jeu pour pouvoir faire des autres règles pour les élire, même ces élus-là, on a trouvé qu'ils ne sont pas suffisamment dociles, qu'ils ne sont pas suffisamment dans la ligne, et on est parti prendre des fonctionnaires qui sont supérieurs aux élus. Donc, il n'y a plus de souveraineté au niveau local. Il n'y a que seul souverain, le chef de l'État. Voilà la situation dans laquelle... Et lorsque vous avez eu cette situation, ça tombe nécessairement dans la faillite. Vous avez écouté... Donc pour vous, le Bénin est en faillite aujourd'hui? La politique du pouvoir de talent est en faillite. Parce que le premier chose, c'est de savoir si les gens mangent à leur faim. Le deuxième, c'est de savoir si les souverainetés qu'on a obtenues marchent. On n'a plus la souveraineté internationale. Les bases étrangères sont dans notre pays et... Le plus grave, c'est que le président, le chef de l'État, le gouvernement est obligé de nier. Si vous niez, ça veut dire que vous savez que vous-même que c'est mauvais. Si c'était bien, vous devez pouvoir dire oui, effectivement, il y a des bases ici. Mais ils savent que c'est faux, que le peuple n'est pas d'accord. Il y avait des bases militaires au Bénin après la colonisation. Jusqu'en 1964, c'est le président Feu Aromanegbe qui a dit non, vous devez partir parce que on a vu que lorsqu'ils sont chez vous, c'est des troupes d'occupation qui veulent vous dicter directement ce que vous devez faire. On a vu ce qui s'est passé au Niger. Vous revenez toujours à la base militaire ou aux bases militaires au Bénin. Pourtant, vous parliez du social et quand vous dites que le Bénin est en faillite, j'ai envie de vous demander, Jean Kokou, je dis la politique du gouvernement est en faillite. En faillite. Oui, bon, ça se répercute sur tous les secteurs sans doute. Oui. Est-ce que vous avez écouté le discours du chef de l'État le 21 décembre dernier sur l'état de la nation, le discours au Parlement? Le Bénin est premier dans presque tous les domaines à l'international. On est félicité, on est congratulé. Nous ne savons pas si c'est seulement une coïncidence. Il s'est fait que nous, on a annoncé depuis plus d'un mois et demi que nous avons notre congrès qui se fait le 21 et 22 décembre. Après, on a appris que le chef de l'État fait son discours sur la nation le 21. Vous pensez qu'il n'y a pas, que c'est pas par hasard? Non, bon, on ne sait pas. Mais de toutes les façons, il s'est fait qu'on ne pouvait pas, nous, aller écouter le discours du chef de l'État. Parce que nous étions à notre congrès et nous devons nous occuper de réfléchir à notre congrès. Mais ce discours que j'ai essayé de parcourir après ne m'étonne pas. Mais l'autosatisfaction, c'est ça qu'on a vu tout le temps, toujours. Nous sommes premiers en tout. On était premiers au coton. On était premier au coton. Mais voilà que les cultivateurs du coton disent nous faisons zéro coton. C'est le roi du coton où les gens disent nous ne faisons plus coton. Que 750 000. On projette à 1 million. Maintenant, on note qu'on n'a que 520 000. On appelle ça quoi? Une faillite. Une politique qui a failli. Dans ce qu'on prenait comme le roi du coton. Et que le Bénin voulait aller à 1 million. On est à 500, on est officiellement. Parce qu'on ne sait pas ce qui est réellement fait. Ah, mais vous êtes statisticien, dites-nous ce qui est possible, dites-nous ce qui est possible. Oui, mais c'est ce qu'on a annoncé, c'est 520. Au lieu de 700, déjà à 740 en 2022, et maintenant on est à 520, contre 1 million de projetés. Ça veut dire qu'on a fait à peine la moitié. Mais dites-nous, ça s'appelle quoi? La faillite de la politique. Et les gens, quittant le coton, sont partis faire le soja, sont partis ailleurs. On s'en va dire, il ne doit pas aller vendre à l'extérieur. Et on se dit libéral. On dit, c'est donc un libéral. Que c'est le privé, au privé qu'on doit donner la priorité. Et vous ne voulez pas donner la priorité au sojaculteur privé, lui, d'aller vendre son truc où il veut. Mais c'est une faillite d'une politique. C'est ça la faillite de politique. Vous avez dit, vous allez faire décentralisation. On va donner le pouvoir à la base. Mais vous allez mettre derrière le maire un secrétaire exécutif, un fonctionnaire nommé et qui lui prend tous les pouvoirs. Il y a la faillite de cette politique. Vous dites hautement social, les gens ont faim. Il y a la faillite de ça. Vous dites notre pays est respecté. Et vous êtes parti au Martinique. En Martinique, les Martiniquais disent, mais quel est ce président-là? Nous ne comprenons pas. C'est ça la faillite. On se souvient.
qu'on avait dit qu'on avait une très bonne politique diplomatique. On a supprimé les ambassades en pagaille pour dire que c'est bien. Tout le monde, même l'ancien ministre des Affaires étrangères, passant sa sensation pour dire non, qu'on voulait de lui qu'il apporte des sous. Alors que la politique, la diplomatie, ce n'est pas ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est oui, qu'il a dit à sa passation de service. Ça veut dire faillite de la politique diplomatique. C'est ça que je constate. Nous, on ne fait pas plaisir aux gens. Et on ne le dit pas parce que nous sommes contents. Mais on regarde que notre pays ne va pas de l'avant. Notre pays tourne. C'est pas nous qui disons. Mais même les gens disent, mais les cotonculteurs du coton disent, mais nous travaillons pour un seul individu. Mais ils sont payés, non? Mais oui, mais est-ce que je suis payé à la mesure des revenus de ma force de travail? Non. Donc c'est ce qu'ils constatent. C'est pour cela qu'ils s'en vont jusqu'à dire 0 coton. Mais vous imaginez et on est descendu de 740 à 500 tonnes. 500 000 tonnes, voilà. Donc c'est tout cela que nous constatons. Vous savez qu'un pays qui en avant fait venir le FMI vient toujours au chevet des économies malades. C'est comme ça dans le monde. Mais le Bénin, depuis, est toujours sous FMI. Qui a dit que le Bénin a des défis à relever? C'est des rapports. Comme tous les autres pays, non? Non, mais... La taille du Bénin, Non. Une économie qui marche n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne du FMI. Le FMI vient toujours au chevet des économies malades. Ils viennent au chevet des économies malades. Donc voilà la situation. Donc on peut dire tout, mais la réalité c'est ça. La réalité dans notre pays, mais c'est qu'on s'est fait ridiculiser face au peuple du Niger. On s'est fait ridiculiser par rapport au peuple du Niger. On dit, bon, il faut aller sauter le truc même par la force. Et qu'il faut aller faire la guerre au peuple nigérien pour rétablir un président. Il faut aller faire une intervention militaire. Ils disent qu'il y a une nuance. Oui, l'intervention militaire, donc si tu viens chez moi, intervention militaire, c'est toi qui as dit ça. Moi, je vais dire quoi? Donc, si tu viens me dire, faire une intervention militaire chez moi, je vais dire quoi? C'est pas la guerre. Les militaires viennent faire intervention militaire. Mais ils ne font pas la guerre. Mais on s'est fait ridiculiser. C'est ça le visage du Bénin aujourd'hui qu'on dit le Bénin respecté. Le Bénin respecté où? Et c'est pour tout ça, c'est pour ce diagnostic que vous dites que Patrice Talon ne mérite plus de diriger, de gouverner notre pays. Oui. Voilà. Donc, voilà les bases de notre analyse. Voilà les bases de notre analyse. Mais quand vous dites qu'un président régulièrement élu, n'est-ce pas, élu à l'issue des élections démocratiques, ne mérite plus de diriger le pays. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on a dit. Que sa politique est en faillite. Maintenant, il appartient au peuple. Le reste appartient au peuple. Mais nous faisons une analyse de la situation. Nous faisons une analyse objective de la situation, tant avec ce qui se passe au sommet que ce qui se passe à la base. Le reste appartient au peuple, c'est-à-dire c'est au peuple d'être d'accord avec vous ou pas, c'est cela? Oui, c'est au peuple d'être d'accord avec et d'agir en conséquence, de prendre ses responsabilités en conséquence. C'est-à-dire que le peuple est souverain. Le peuple a tous les droits, tous. Et ce n'est pas nous qui le disons. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit que le peuple a tous les droits, même le droit à l'insurrection. Nous ne disons pas qu'il faut faire l'insurrection. Mais c'est parce que les gens vont dire, lorsqu'on dit ça, c'est qu'on fait ceci. Non. Nous, on parle sur la base des acquis du monde entier. Donc, c'est tout. C'est au peuple. Si le peuple attend un jour, tout ça, non. Mais nous, on dit, voilà la situation objective. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le peuple n'est pas gêné depuis 7 ans et demi par ce que vous décrivez là? Il n'est pas dérangé par ce Patrice Talon? Alors, je dirais, ça veut dire que il a raison de mettre les gens en exil. Parce que ceux-là ne font pas partie du peuple. Parce que ceux qui ont été mis en exil, ils font partie du peuple. Hein. Si eux n'étaient pas gênés, ils n'allaient pas agir. Les jeunes qui sont en prison, s'ils ne sont pas gênés, ils ne vont pas agir. Si ceux-là qui ont décidé de soja culture, qui ne sont pas d'accord avec les tranchées et avec le comité mixte, police, douane, armée, à l'intérieur du pays, qui prend le producteur de soja comme ennemi intérieur, lorsqu'on met l'armée
pour poursuivre des gens à l'intérieur. Or, l'armée, normalement, son rôle, c'est de défendre la sécurité du pays, c'est de défendre la sécurité du pays, c'est de défendre l'intégrité territoriale du pays. Lorsque vous le mettez dans un comité contre l'ennemi, contre quelqu'un d'intérieur, ça veut dire que vous commencez à reconnaître que ceux-là, c'est des ennemis intérieurs. Donc on prend les producteurs comme des ennemis intérieurs contre lesquels on envoie les troupes. On dit, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas créer des comités mixtes. Parce que la police et la douane, on sait qu'eux, ils doivent faire des trucs à l'intérieur. Mais qu'est-ce que l'armée vient chercher là-dedans? C'est-à-dire que je mets l'armée contre des citoyens. Ça veut dire que ces citoyens-là sont considérés comme des ennemis intérieurs. Vous parlez de comité précisément. Lorsqu'il y a eu la loi pour dire le soja ne doit pas sortir, il y a eu... Le décret. Mais oui, il y avait un décret montant un comité mixte avec celle-là pour aller faire. Et c'est ça qui donne l'application de ce décret. Oui, c'est ça qui donne lieu à ce qu'on a entendu faire à Kobliou. Avec un mort. Avec un militaire décédé. Voilà. Le militaire qui est là-dedans n'est pas allé parce que de sa propre force. C'est parce qu'il y a des comités mixtes où il y a aussi des militaires. On ne peut pas mettre un comité mixte avec des militaires à l'intérieur du pays contre le citoyen producteur. Voilà le problème. Donc ça veut dire que le citoyen producteur est pris comme un ennemi à combattre. Non. Et voilà, donc, voilà les éléments qui montrent que il y a un problème. Et ça veut dire que la gouvernance ne peut plus tenir. On est obligé de faire recours à la force organisée de l'État militaire. Il y a un problème, il faut résoudre. Il y a un problème, il faut résoudre. C'est l'analyse des faits, simplement, mais rigoureusement, avec toutes les conséquences qu'on peut tirer par rapport aux choses. Alors, on peut dire que c'est la grande résolution issue de votre congrès Talon doit partir. Quelles sont alors les autres résolutions? Nous avons pris des résolutions pour que notre travail soit mieux fait. Nous-mêmes, au niveau de nos résolutions, ça c'est interne à nous. C'est interne au Parti communiste de savoir comment nous devons nous déployer, comment nous devons continuer, comment nous devons faire face à toutes les difficultés. Parce que le Parti communiste a été créé pour prendre le pouvoir. Et le pouvoir que nous voulons, c'est un pouvoir patriotique. Si vous lisez notre programme, le premier point du programme, c'est renverser la haute bourgeoisie et l'impérialisme français son protecteur. Recouvrer l'indépendance et la souveraineté réelle du pays. Voilà les deux premiers points du programme du parti depuis 1977. Mais lorsqu'on le disait, les gens disaient, oh, c'est utopique, c'est irréalisable, on ne peut pas faire ça. Mais il suffit de regarder ce qui se passe au Mali. Il suffit de regarder ce qui se passe au Niger. Il suffit de regarder ce qui se passe au Burkina Faso. Il se passe des coups d'État dans ces pays. Non, ce n'est pas seulement les coups d'État qui se passent. Ce qui se passe dans ces pays-là, c'est le fait qu'ils disent nous sommes souverains et personne ne viendra nous dicter ce que nous devons faire pour notre pays. C'est ça ce qui se passe. Les voies par lesquelles c'est arrivé là, ça c'est un autre problème. Ce qui se passe, c'est que les gens disent à la tribune des Nations Unies que tout le monde doit respecter la souveraineté. Tout le monde doit respecter le choix librement fait. Tout le monde doit respecter les intérêts de notre pays. Voilà les trois. Mais il se trouve que dans aucun pays où presque le peuple ne vient jamais s'installer au pouvoir. Le peuple vient au pouvoir à travers des représentants qui restent favorables à ses intérêts ou ne sont pas favorables à ses intérêts. Nous disons les intérêts de ceux qui sont au Niger, au Burkina Faso et autres, et au Mali, défendent les intérêts. On avait dit dans ce pays en 2012 que les djihadistes, c'est la guerre de la France coloniale par procuration des djihadistes. On avait dit que c'est faux. Vous avez dit, le Parti communiste a dit, vous voulez dire? Oui, le Parti communiste a dit. Depuis 2013, que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas... C'est ça. Mais la preuve, ils étaient là depuis 12 ans et Kidal n'était pas pris. Lorsque les troupes françaises ont été chassées, lorsque la MINUSMA a chassé, les gens ont pris Kidal. Vous ne pensez pas que c'est trop simple de faire cette affirmation-là? Mais ce n'est pas simple. C'est ça. Maintenant, que lorsque ce soit pris, les djihadistes qui sont là ne soient pas contents. Et que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous avez écouté Thierry Burka lorsqu'il est venu ici, là. Et ce qui n'est pas normal. Vous ne pouvez pas venir dans un pays étranger,
se servir de notre pays pour dire au Mali, là, ce que les Maliens font, ce n'est pas normal. Et que c'est l'incapacité du Sud et du Nord Mali à s'entendre qui pose des problèmes au Mali. De quel droit il va venir au Bénin pour parler du Mali en de tels termes? Un étranger peut venir chez toi et dans ta maison parler mal de ton frère avec lequel tu ne t'entends pas. Non, il n'avait pas le droit de faire. Ça montre que nous ne sommes pas souverains chez nous. Thierry Bulka n'avait pas le droit de venir au Bénin et pendant sa conférence de presse au Bénin de dire au Mali ce qui se passe, c'est parce que le Sud et le Nord ne vont pas s'entendre. C'est pas normal. Donc, les Maliens ont leurs problèmes à résoudre. Mais les djihadistes, c'est la guerre de la France coloniale. Mais c'est pour cela que les gens ont compris au Niger. On attrape des djihadistes. On dit qu'il faut les libérer. On les libère, on voit que c'est eux qui sont après dans les campagnes de massacre. Et on veut encore les libérer. Mais c'est pour cela que tout l'état-major et tout le major nigérien dit qu'il faut que la France parte. Parce qu'ils voient que c'est eux qui sont derrière les djihadistes. C'est ceux qui sont derrière. Que les gens soient encore confrontés. Mais c'est bien. Et ils se sont vus qu'il faut s'unir. Et ils ont créé l'AES, Alliance des États du Sahel, qui est pratiquement déjà une confédération pour dire nous nous occupons ensemble de notre défense, nous nous occupons ensemble de notre économie, nous nous occupons ensemble de notre diplomatie. Et ils forment quelque chose qui est contre la contraposée de la CEDEAO, où l'on voit, c'est pas nous qui le dit, où on chasse l'ambassadeur ou bien RFI du Mali, et le président français dit je vais téléphoner au président de la CEDEAO, le président du Ghana, pour qu'il prenne des mesures. Vous imaginez quelque chose se passe au Mali, et c'est le président français qui dit je vais téléphoner au président en exercice de la CEDEAO pour qu'on prenne des mesures contre le Mali. Il a dit officiellement ça? Officiellement. À quelle occasion? Mais à l'occasion, lorsqu'on avait chassé l'ambassadeur de France du Mali. Voilà le problème. Donc, par rapport à ça, on voit que la CEDEAO est devenue un instrument aux mains des puissances extérieures. Donc, ce n'est pas un instrument. Du reste, aucune loi de la CEDEAO n'a dit que si un pays a un coup d'État, il faut prendre des mesures contre lui. Il n'y en a pas. Allez lire les traités de la CEDEAO. Aucune loi n'a dit qu'il faut fermer ses comptes au niveau de la BCAO. Le traité de l'UEMOA n'a pas dit que le régime que vous avez pris chez vous détermine les mouvements. La preuve, lorsqu'ils ont pris des mesures contre le Mali, la Cour de justice de l'UEMOA a donné raison au Mali contre ceux qui avaient dit de prendre des mesures contre le Mali. Est-ce que ça veut dire qu'il faut comprendre que le Parti communiste du Bénin affectionne par ailleurs les coups d'État? Non, au contraire. Le Parti communiste du Bénin dit ce qu'il faut, c'est que le peuple se lève et se donne le pouvoir de son choix. Mais le peuple, je viens de vous le dire, n'agit jamais, en tout cas, c'est bien ce qui s'est passé dans ces pays-là. Non, le peuple l'aura montré. Mais ce qui s'est passé dans ces pays-là, ce que le peuple a montré, c'est que dès qu'on a dit ça au Niger, tout le peuple a été d'accord avec Chari. Non, mais c'est les militaires qui ont appelé le peuple à la ressource, non? Mais et pourquoi le peuple, pourquoi il ne pouvait pas refuser? Si le peuple l'a fait, c'est parce que le peuple y trouve son intérêt. S'il ne s'est pas soutenu par le peuple, les gens auraient gagné à aller faire la guerre. Est-ce que les appels à la transition, les transitions qui peinent dans ces pays-là, est-ce que ce n'est pas une manière de remettre le pouvoir au peuple, le peuple souverain, comme vous dites? Si vous voulez, on va aller plus loin. Les pays sont en guerre. Lorsqu'un pays est en guerre, on ne parle pas d'élection. Vous allez dire aux Français, pendant la guerre de 39-45, qu'ils pouvaient aller faire les élections. Un pays en guerre, et vous dites qu'il faut venir faire les élections. Non. Un pays en guerre ne fait pas des élections. L'objectif principal, c'est de gagner la guerre d'abord, de chasser de votre sol l'ennemi qui vous fait la guerre. Et c'est lorsque vous serez en paix que vous pouvez alors faire regarder les choses. Donc tous ceux qui disent il faut faire les élections, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'il y a de principal à faire là. Donc les transitions ne devraient pas encore avoir lieu de votre point de vue. Il faut faire la guerre, la gagner d'abord. Et gagner la guerre. Donc les militaires qui sont à la tête de ces pays devraient conserver le pouvoir jusqu'à la victoire au front. Mais vous allez demander que les gens qui sont en train de faire la guerre vont aller faire. C'est des pays en guerre. On fait la guerre contre eux. Tous les jours, on vient tuer les gens. On vient faire ceci. On leur demande arrêtez, allez faire les élections. Et quelles élections?
Mais la transition, c'est pas les élections immédiatement, c'est l'issue de la transition. Mais oui, mais les gens, ils ont fait leur issue, ils ont dit, mais on va faire ça dans 3 ans. On dit non, il faut que vous fassiez ça dans 6 mois. Il faut que vous fassiez ça dans 6 mois, dans 15 mois. Dans 15 mois. Dans 18 mois plus. Mais les gens disent, on va réunir des états généraux, on va réunir des choses et on va décider. Les gens ont décidé qu'ils vont faire 3 ans. Vous dites que c'est trop. Pourquoi c'est trop? Alors que depuis 10 ans, les djihadistes font des trucs chez eux. Donc ce que nous on veut dire, voilà, c'est ceci que le peuple a fait. Le peuple est humilié. Le peuple n'a pas de liberté. Il faut que tout dépend du peuple pour la suite. Et que le peuple doit pouvoir se battre contre la faim. Le peuple doit se battre contre l'humiliation qui lui a été faite. Le peuple doit se battre contre les exactions qui ont lieu par rapport à la liberté. On a aujourd'hui un pouvoir autocratique. C'est clair. De dictature autocratique. Comme on l'a connu sous le PRPB, le peuple doit pouvoir se battre. Voilà ce que nous on dit. Parce qu'il faut, si nous sommes libres, on choisira le régime que nous voulons. Mais aujourd'hui, le régime qui est là, nous pensons qu'il a fait faillite. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas ce que les gens disent. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que l'on voit de façon concrète? Lorsque un gouvernement met en place des comités mixtes, douane, police, armée contre les producteurs du pays, vous dites non. Ça veut dire que le producteur est pris comme ennemi intérieur de ce pays. C'est eux qui produisent. Alors si les producteurs sont devenus ennemis intérieurs, on va aller où? On va faire quoi? Alors avec vous, on revient au Bénin précisément à votre congrès, aux résolutions. Vous disiez tantôt que vous avez réfléchi aux moyens de pouvoir conquérir le pouvoir que vous chassez, que vous ambitionnez depuis 1977. Vous l'avez également rappelé. Mais avec quels moyens? Parce que ce qu'on reproche, pour ne pas dire, ce qu'on ne voit pas, surtout au Parti communiste du Bénin, c'est les moyens pour atteindre les objectifs que vous donnez depuis 1977. Comme vous avez dit quelque chose qui est vrai, mais qu'il faut pousser jusqu'au bout. Allez-y, poussez. Oui, c'est le peuple. Il faut que le peuple puisse se lever et choisir ceux qui doivent pouvoir le diriger. Et c'est ça que le Parti communiste cherche chaque fois à lui dire, voici la vérité. Voici, et met en avant, autant que faire se peut, il y a de ces militants qui prennent le devant pour défendre les intérêts du peuple. Pour défendre les intérêts du peuple. Ils ne craignent pas même l'esprit de sacrifice pour pouvoir les défendre. C'est connu. Sous le PRPB, c'est connu que le Parti communiste ne craint pas les difficultés. De manière opérationnelle, comment ça va se passer? Vous voulez que les Béninois montrent leur poitrine à l'armée? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Attendez. Lorsqu'on dit ça, là, on peut faire peur aux gens. Avant 2016, là, combien de gens se suicidaient? Vous avez vu que au Bénin, là, les gens se suicidaient. Mais depuis 2016, regardez comment des gens se suicident. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique du pouvoir pousse les gens au désespoir. Donc, au lieu de se suicider, qu'ils prennent les armes pour tuer les autres? Ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est pour dire, ce n'est pas le PCB qui pousse les Béninois à la mort. Parce que lorsque les gens disent généralement, vous voulez que les gens leur donnent leur poitrine, ça veut dire que le PCB vous pousse à la mort. Non. Ce qui pousse à la mort, c'est la politique du pouvoir qui est en place. De façon visible avec les suicides, de l'autre façon, de façon invisible pour les gens qui n'ont pas les moyens, qui meurent de faim, qui meurent de maladies les plus bénignes, qui meurent parce que l'État ne fait pas une politique qui prenne en charge les cas sociaux. Il n'y en a pas. Donc la politique sociale, là, il n'y en a pas dans notre pays. Et on a vu le budget, ce on met pour la prévoyance sociale. Donc il n'y en a pas. Du coup, vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui pousse un peuple à se lever. Non. C'est la situation réelle et objective qui fait que le peuple se lève. Le seul problème, c'est qu'au sein de ce peuple, il y a toujours des gens qui disent au peuple, voici la situation réelle. Mais on a l'impression que pour l'instant, juste là, le peuple ne vous écoute pas, ne vous a pas écouté. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le constat de ce que, ce discours, cette rhétorique ne marche pas et qu'il faut reconsidérer les choses? Ah bon? Si le peuple ne nous écoutait pas, on aurait déjà disparu. C'est-à-dire? Avec toutes les répressions qu'on fait contre nous là. Si le peuple ne nous écoutait pas, il n'aurait pas
les militants du Parti communiste qui seraient soutenus. Hein. Les militants du Parti communiste, vous voulez qu'on en parle? Si vous voulez, c'est vous, c'est des gens de votre génération, pour la plupart, avec l'âge qui vous laisse ou vous qui laissez l'âge? Non. Le Parti communiste du Bénin, il y a les vieux. Effectivement. En majorité? Non, c'est pas la majorité. En très petite minorité. Mais vos jeunes sont ce qui est intéressant, là aussi, c'est une grande victoire. Qu'est-ce que les gens disaient? Oh, le communisme, c'est pour des jeunes et cerveleux. Lorsqu'ils seront vieux, maintenant, ils vont comprendre que c'est faux. C'est ce que les gens disaient. Non, le communisme, c'est des trucs de jeunesse. Ce ne sont pas des trucs des gens sensés. Ce ne sont pas des trucs des gens âgés. Ce ne sont pas des trucs pour des gens mûrs. Qui ont d'ambition. Non, c'est pas le communisme, non. C'est des rêves de jeunes que des gens ne comprennent pas. Alors, lorsqu'ils voient que depuis 46 ans, des gens ont des rêves et ne s'en démarquent pas et de façon conséquente le disent. Et que ces rêves-là, aujourd'hui, sont réalité dans des pays précis. La politique dont ils rêvent sont dans la politique. Et je dis, Mais pour l'instant, vous êtes ensemble, vous êtes résistants sans doute, mais vous vieillissez juste ensemble. Non, mais d'abord, je vous dis d'abord que au point de vue idéologique, je peux parler idéologique, c'est une grande victoire parce que les gens disent... Pas de vieillir ensemble. Non, c'est pas de vieillir ensemble. Je veux dire, ce que je veux comprendre, ce n'est pas seulement pour nous ensemble. Non, c'est pour dire, vous prenez de l'âge sans atteindre votre objectif, non? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de prendre le pouvoir, non? Ouais, c'est ce que vous venez de chasser l'impérialisme, non? C'est ce que vous venez dire. C'est ça, non? Oui. Mais les voix pour l'atteindre, c'est le peuple qui doit pouvoir se lever. Mais le peuple ne vous écoute pas, il est couché pour l'instant. Non, le peuple ne nous écoutait pas. Parce que il y avait les ennemis qui pensaient que c'est irréalisable, c'est utopique, c'est ceci, c'est cela. Mais tout le peuple lui-même voit aujourd'hui que c'est réalisable. C'est pour cela que notre congrès a lancé l'appel pour dire, peuple, tu as vu, venez ensemble avec le PCB pour qu'on puisse faire comme les pays du Sahel, et mieux que les pays du Sahel. Parce que celui qui vient toujours après les autres tire le son et va toujours plus en avant. La situation est venue aujourd'hui. Parce qu'il y a une révolution philosophique culturelle au niveau mondial, que ce n'est plus admis qu'un pays mette ses genoux sur le cou d'un autre. Donc c'est admis. Le panafricanisme hier était pratiquement mort. Aujourd'hui, partout, c'est le panafricanisme. Donc, les conditions sont réalisées et nous avons lancé l'appel au peuple pour dire, pour propriétaires de capitaux, toi qui veux que ton pays se développe dans la dignité et la souveraineté, en te préservant du pillage d'un clan qui pille tout contre les autres, venez avec le PCB. Donc, les ouvriers, venez avec le PCB. Parce que vous pensiez que c'était utopique. Parce que vous pensiez, on vous avait dit que c'était irréalisable. Ça se réalise. Mais le PCB, le peuple va le rejoindre où? À quel carrefour? Dans quel lieu le peuple vous rejoint? En fait, pourquoi vous ne prenez pas le devant des choses, tout simplement? Pourquoi je ne prends pas le devant? Je veux dire le Parti communiste du Bénin. Mais je prends le devant déjà en disant ce qu'il faut. Parce que combien de gens ont dit que Patrice Talon ne mérite plus de diriger ce pays? Je prends le devant. En analysant la situation et en disant la vérité au peuple. Je prends le devant. Vous avez entendu combien de gens disent que cela ne mérite plus de viser le peuple? Non pas sur la base de provocation, mais sur la base d'analyse objective qu'ils publient. Pour dire, voilà, les trois raisons. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça ne va pas durer? Ça, c'est un autre problème. C'est au niveau du peuple de le résoudre. Et le Parti communiste du Bénin, les communistes du Bénin participeront, comme ils ont toujours participé, au mouvement avec le peuple. Est-ce que le Parti communiste du Bénin ne manque pas d'humilité, ne manque pas de se remettre en cause? Il n'a rien à faire? Sur quelle question? Mais vous prenez quelque chose qui ne marche pas, qui ne prend pas juste là dans tous les cas, même si, oui, il faut saluer par ailleurs, comme vous dites, votre endurance, votre capacité de résilience, de résister au temps. Vous savez, il y a des gens qui voient que comme c'est difficile, il ne faut rien faire. Vous pensez que c'est tout le mérite? Non. Pensez qu'il y a des gens qui ne peuvent rien, qui ne peuvent pas faire. Mais je ne veux pas continuer. S'il y a eu le minimum de liberté qu'il y a eu dans le pays, c'est le PCB qui a pris le devant qu'il a fait. Donc, et nous continuons. Parce que nous savons que le salut est à ce niveau-là. Le salut est à ce niveau-là. Les bas, les hauts, les bas. Mais nous sommes là. Mais combien de gens n'ont pas rejoint le camp parce qu'ils ont trouvé que c'est difficile? Combien de gens ne sont pas fatigués parce que c'est difficile? Et je vous dis, la première chose que les gens nous disaient, non, tu sais, le communisme là, c'est des rêves.
jeu de rêve là-dessus. Vous savez combien de temps a duré pour que les partis communistes prennent le pouvoir dans les autres pays? Non, allez lire l'histoire. Le Parti communiste chinois, c'est depuis 1900, c'est en 1948 qu'ils ont pris le pouvoir. Le Parti communiste russe. Donc vous êtes plein d'espoir. Mais naturellement, nous savons que ce que nous avons dit, ce que nous avons vu se réalisera. Et ça a commencé, ce n'est pas se réaliser, ça a commencé à se réaliser. Au Burkina, au Niger, au Mali. Parlons du peuple béninois, si vous voulez. Et ça montre bien ceci, que c'est le peuple qui fait, c'est-à-dire l'ensemble de la population qui fait la chose. Ce n'est pas seulement un parti. Il n'y a pas de parti communiste connu au Niger. Quand vous entendez dire que le peuple béninois n'est pas celui du Niger, n'est pas celui du Mali, n'est pas le peuple burkinabé, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que ça vous fait? Lorsqu'on sait que, on vous dit que les Béninois ne réagissent pas comme les autres. Mais c'est aujourd'hui que les gens disent ça. Et ça, c'est ce que les gens ont toujours dit. Jusqu'en 1990, c'est le peuple béninois qui a été devant, en avant, et a pu renverser ici un autocrate. Il y a des moments où un peuple peut être en avant, et il y a des moments où ils sont en arrière. Donc ce qu'on dit là... Vous êtes plein d'espoir. C'est pour te dire que c'est le peuple béninois, pendant qu'il y avait des militaires au pouvoir partout, c'est le peuple béninois qui s'est levé, qui a renversé son général militaire ici. Donc on ne peut pas dire que le peuple béninois ne fait rien, c'est faux. C'est faux. L'histoire ne le montre pas. Ce que l'histoire montre, c'est ça. Ici, le peuple béninois est parvenu à renverser l'autocratie de Kérékou. Donc, le peuple, chaque peuple. Ce qui s'est passé après, on le sait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il faut tuer la jeunesse. Donc, rendre la jeunesse dépendante. Donc, on coupe tout ce qui fait bourser ce cours scolaire. Donc, elle n'est plus autonome. On ne crée pas d'emploi. Donc, les jeunes sont. Donc, tu finis les formations, tu es au chômage. Tu ne trouves pas à manger. Donc, l'élan pour aller te révolter, tu ne le trouves pas. Parce que pour avoir mangé, pour pouvoir être l'élan pour te battre, pour la suite. Pour avoir de l'énergie pour marcher. Bien sûr. Donc, c'est ça qui a été fait. Mais ce que les gens n'ont pas pensé, c'est qu'ils n'ont pas vu que lorsque le jeune est comme ça, il commence à réfléchir pour savoir mais quelle est la cause de la politique. Et les jeunes commencent à percevoir que la cause de cette politique-là, c'est la domination politique étrangère. C'est ça qui a fait que les jeunes du Niger se sont levés pour dire nous voyons maintenant que c'est l'impérialisme français qui est la cause. Lorsque, après la guerre, après le coup d'État, Macron reste là-bas pour dire moi, je ne reconnais pas. Il faut que je ne reconnais pas le nouveau gouvernement. Qu'est-ce que Macron a à voir avec le truc du Niger? Et les intérêts français, la France a des intérêts au Niger et il va les défendre. Donc, sa politique de faire, les jeunes ont compris d'où vient leur mot. Que c'est la domination française. Et je suis convaincu que les jeunes aussi comprendront. Les jeunes, vous avez dit, est-ce que ce n'est pas la grande faiblesse du Parti communiste du Bénin, la jeunesse, le fait de ne pas recruter des jeunes? On n'en voit pas assez dans tous les cas au Parti communiste du Bénin. Il y a beaucoup de jeunes au Bénin, et au Parti communiste du Bénin. Il y a beaucoup de jeunes au Parti communiste du Bénin. Mais il faut qu'ils soient à l'école communisme. Il faut qu'ils soient à l'école de la théorie. Et ceux qui ont pu, avec la théorie, ont quelques expériences et continuent. Donc, ils viennent nombreux, mais ils ne restent pas. Ils restent, beaucoup restent, mais il s'agit de les former. Et ils voient que ceux qui sont devant nous font bien. Donc, ils disent, nous avons confiance en vous, vous continuez, mais nous serons à même de la preuve. Lorsque le gouvernement pensait que, il pouvait menacer des gens pour dire, si vous n'allez pas composer, on va vous radier. Ils pensaient que tout le monde allait s'abaisser. Donc ce sont les communistes qui ne sont pas allés composer. Ce n'est pas seulement les communistes. Non, ils sont plus de 300. Ils sont plus de 300. Je constate que vous avez assez d'énergie malgré votre âge. C'est un mérite. Et parmi les 300, tout le monde n'est pas communiste. On arrive au thème de cette émission, Jacques. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Ce que vous voulez. Mais c'est ce que j'ai dit. Au thème de l'analyse, la politique du pouvoir de talent a fait faillite. Ce que le Parti communiste, le pouvoir que le Parti communiste a voulu, le pouvoir pour lequel il est toujours battu, est aujourd'hui réalité. C'est réalisable. Alors nous demandons à chaque couche, y compris jusqu'aux opérateurs économiques qui veulent travailler pour un pays prospère, nous demandons aux ouvriers, nous demandons à la jeunesse, nous demandons aux paysans, tous, d'aller ensemble pour réaliser ce qui se passe
au Sahel et mieux qu'au Sahel. Voilà ce que l'appel que notre congrès a adressé donc au peuple. Je vous remercie. C'est donc que vous remercions Jean Kokou Zouno, statisticien de formation, ancien directeur général de l'INSAEM et porte-parole du Parti communiste du Bénin. Merci d'être venu sur l'émission Grand Angle. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. La réalisation technique a été assurée par